Donc voilà, nous venons de voir le théorème de la puissance. Maintenant, passons à un autre théorème qui est en fait une version intégrale du théorème de la puissance, qui est plus connu et qui est même déjà rencontré au lycée, qui est le théorème de l'énergie cinétique. Donc on a vu ensemble l'énergie cinétique hein, premièrement, mais on va voir que ce théorème fait intervenir une autre grandeur, qui est le travail. Alors normalement au lycée vous avez vu le travail d'une force constante sur un trajet rectiligne, donc je rappelle ce que vous avez vu. Imaginez, vous avez un point qui se déplace le long d'un trajet AB, un trajet rectiligne, avec une vitesse, et au cours de ce trajet, le point M est soumis à une force F constante. Donc j'insiste, hein, constant, ça veut dire que sa norme est constante, mais sa direction également. Donc l'angle ici alpha est constant. Par définition, le travail de cette force se note W, parce qu'en anglais c'est work. Donc W, je noterai entre parenthèses, ici je mets la force, travail de la force, et en indice, je mets en général le chemin, en fait, d'où je pars et où est-ce que j'arrive. Enfin, voilà, je mets des renseignements qui me disent en gros où est-ce que je suis au départ et où est-ce que je suis à la fin. Donc je vais de A vers B, et c'est le produit scalaire entre la force et le déplacement, ici AB. Donc ici, c'est la norme de F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs ici. Hein, donc c'est la force fois le trajet fois le cosinus alpha. L'équation en dimension me dit que la dimension de W, c'est la dimension d'une force fois une longueur. Or, une longueur, c'est une vitesse fois un temps. Et je vois apparaître ici une force fois une vitesse, mais ça, c'est une puissance. Donc, W a pour dimension une puissance fois un temps. Autrement dit, on a vu tout à l'heure que la puissance fois un temps, c'était une énergie. Donc, le W, le travail, est une énergie. Précisément, c'est un transfert d'énergie. Donc c'est une grandeur qui est homogène à de l'énergie. Donc le travail s'exprime en joules, puisque c'est l'unité utilisée pour les énergies. Alors notez que quand W est positif, l'angle alpha est plus petit que pi sur 2, et on dit alors que la force est motrice. Quand W est négatif, la force est résistante. Et quand W égale 0, donc la force ne travaille pas, et cela signifie que la force et le déplacement forment un angle droit. Donc on a les mêmes résultats que pour la puissance. Alors, c'est bien gentil, mais cette définition, elle ne fonctionne que si vous vous déplacez sur un trajet rectiligne et que vous subissez une force constante. C'est rarement le cas. Donc la question que je me pose, c'est comment on va généraliser cette définition à des situations plus générales. Alors c'est très simple. Donc là, on va démontrer, en fait, en quelque sorte, à partir de notre définition, l'expression du travail d'une force le long d'un trajet quelconque. Alors imaginez, vous avez un trajet quelconque qui part du point A et qui arrive au point B. Le long du trajet, le point M subit une force qui, d'une part, peut varier en norme et d'autre part, peut varier en direction. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce trajet en petits tronçons, en petits éléments de longueur que je vais appeler delta L ici, qui seront en fait des petits tronçons quasi rectilignes, si le delta L est petit. Donc si le tronçon est assez petit, eh bien je peux dire que sur ce tronçon, la force ne va pas beaucoup varier en norme et en direction. Il suffit juste de prendre un tronçon suffisamment petit pour que la force n'ait pas le temps de varier ni en norme ni en direction. Et dans ce cas-là, sur un petit tronçon, je vais pouvoir utiliser la définition du travail d'une force constante le long d'un trajet rectiligne. Donc sur un tronçon delta L, suffisamment petit, le travail de la force s'écrira F, produit scalaire, le déplacement delta L.
Évidemment, pour avoir le travail dépensé entre A et B, je vais sommer tous les travaux pour tous les tronçons qui constituent le trajet. Donc je vais faire une somme sur tous les tronçons. Et évidemment, ce que je dis est une approximation, mais ça devient vrai si la longueur des tronçons tend vers 0. Donc en fait, le travail de la force, ça va être la limite de cette somme quand delta L tend vers 0. Alors vous verrez ça en mathématiques, à moins que ce ne soit déjà fait, mais la somme infinie d'une quantité qui tend vers 0, c'est une intégrale. En fait, ici, cette somme contient un nombre infini de termes, puisque delta L tend vers 0, donc le nombre de tronçons tend vers l'infini, et ce terme-là tend vers 0. Donc cette somme, c'est une intégrale, et en fait, c'est l'intégrale, ça se note comme ça, entre A et B, du produit scalaire f scalaire dl, où dl est un déplacement infiniment petit, donc là je le représente, mais en réalité ça ne se représente pas puisque c'est infiniment petit. Donc il faut l'imaginer infiniment petit. Donc voilà la définition générale du travail. Il faut intégrer la force le long du trajet entre A et B. Alors, notez une chose importante, c'est que le résultat de cette intégrale dépend non seulement de la force, mais également de la forme du trajet. Si je prends deux trajets qui partent du point A et qui arrivent au point B pour une même force, je ne vais pas forcément trouver le même travail. Le travail dépend du trajet et de la force, a priori. Alors, prenons un exemple, le travail du poids. Alors, prenons un exemple, le travail du poids. Vous avez ici un corps qui est soumis, entre autres, à son poids, qui s'applique au centre de gravité du corps, et ce point décrit une trajectoire quelconque partant d'un point A à un point B. Alors je vais appeler H ce qu'on appelle la dénivellation, c'est-à-dire la différence de hauteur entre le point A et le point B. G, c'est ici le champ de pesanteur qui indique la verticale. Alors, je vais appliquer la définition du travail. Le travail du poids entre A et B, c'est l'intégrale du poids, donc intégrale entre A et B de mg, produit scalaire, le déplacement du point le long du trajet. Alors, je vous ai mis volontairement l'expression du déplacement en coordonnées cartésiennes. dx, dy, dz sont des variations infiniment petites, des variations infinitésimales de l'abscisse x, de l'abscisse y, de l'abscisse z. En effet, si par exemple x augmente de dx, parce que si vous faites varier x entre x et x plus dx, le point G va se déplacer suivant x, suivant ux, pardon, d'une quantité dx, et donc le déplacement, ce sera dx, ux. Évidemment, c'est pareil pour y et pour z, et quand les coordonnées x, y, z varient de dx, dy, dz, eh bien le déplacement total, c'est celui-ci. Donc ça, vous pouvez toujours l'écrire en coordonnées cartésiennes, c'est l'expression du déplacement infinitésimal. Alors ici, le produit scalaire est très simple, puisque G, c'est vers le bas. Alors je vais définir par exemple l'axe UZ vers le haut. Donc ici, G s'écrit moins G UZ. Donc UZ scalaire UX, ça fait 0. UZ scalaire Y, ça fait 0. Et UZ scalaire UZ, ça fait 1. Donc il va me rester moins MG dz. J'intègre cela, bah, c'est pas compliqué, moins mg est une constante, donc ça fait moins mgz entre A et B. Autrement dit, ça fait mg fois za moins zb. Et za moins zb, comme j'ai pris un axe vers le haut, c'est tout simplement la hauteur h. Donc ici, je trouve mgh. Ici,
entre A et B le poids à dépenser un travail MGH. Alors attention, la formule générale, je préférais que vous reteniez ceci. Le travail du poids, c'est plus MGH si on descend de H, et dans ce cas-là, le poids produit un travail moteur, hein. Mais si le corps monte d'une hauteur H, dans ce cas-là, le travail est résistant, et il faut écrire moins MGH. Si le point B était plus haut que le point A, ZA moins ZB aurait été négatif. Donc, retenez, le travail est positif si le point descend, et il est négatif si le point monte. Ce qui est logique, puisque dans ce cas-là, le travail du poids est résistant. Alors, notez une chose, le résultat qu'on obtient, vous voyez ici, c'est écrit plus ou moins MGH. Autrement dit, ça ne dépend pas du tout de la forme du trajet pour aller de A vers B. Ça dépend juste de la position du point A et de la position du point B, mais pas de la forme du trajet. Donc, vous voyez ici, j'ai un exemple d'une force dont le travail ne dépend que de la force et des points A et B, mais ne dépend pas du tout de la forme du trajet. Autre exemple, travail d'une force de frottement solide. Imaginez, vous êtes sur une luge, vous glissez sur une pente. Vous avez, en termes d'action de contact, deux actions, l'action qui est perpendiculaire à la surface, que j'appelle N, et une action tangente, qui est la force de frottement solide, ici, qui s'oppose au glissement, là, a priori vous vous déplacez vers la droite. Alors, par définition, encore une fois, si je m'intéresse à la force de frottement, évidemment, je ne m'intéresse pas à N puisque son travail est nul. Je m'intéresse à F ici, dont le travail s'exprime comme intégrale entre A et B de F scalaire dl. Alors, là, ici, le déplacement, vous voyez, il est toujours opposé à la force. Donc, ce terme-là, ça peut se simplifier, ça fait la norme de F fois la norme de dl fois moins 1. Alors, là, ensuite, je ne peux plus dire grand-chose. Pour pouvoir intégrer, il faut savoir comment la force F varie le long du trajet. Donc, si F est constante, dans ce cas-là, je peux sortir le F de l'intégrale. Il va me rester moins F intégrale de dl. Or, qu'est-ce que c'est que intégrale de dl? Eh bien, vous sommez la longueur le long du trajet. Donc, ça va être la longueur d'arc entre A et B. Donc, si F est constant ici, eh bien, on va trouver moins F fois la longueur de l'arc AB. Donc, vous voyez ici, vous avez un exemple d'un travail d'une force qui dépend non seulement de la force F, mais également de la forme du trajet, parce que suivant la forme du trajet, la longueur d'arc AB va différer. Venons-en maintenant au théorème de l'énergie cinétique. Donc je l'énonce. Dans un référentiel galiléen, donc c'est toujours la même chose, il faut vérifier que vous êtes bien dans un référentiel galiléen. Un point matériel soumis aux actions Fk voit son énergie varier entre les instants T1 et T2 de la quantité suivante. La variation de l'énergie cinétique, donc EC final moins EC initial, EC à l'instant T2 moins EC à l'instant T1, c'est égal à la somme de tous les travaux des forces qui s'exercent sur le point M. Donc vous voyez ici, l'interprétation de cette relation, c'est qu'au fond, quand on produit un travail, quand une force produit un travail, eh bien, tout se passe comme si cette force transférait de l'énergie à mon système qui le récupère sous forme d'énergie cinétique. C'est une autre façon de voir finalement la mécanique. Les forces transfèrent de l'énergie sous forme de travail, et ce travail augmente le contenu en énergie cinétique du système. Alors pour la démonstration, là aussi c'est très simple. En fait, si vous partez du théorème de la puissance, c'est très facile de retrouver ce théorème, il faut juste intégrer. Donc en fait, cette formulation, en fait, c'est la même chose que le théorème de la puissance, mais c'est formulé de façon intégrale, en fait. Voilà. Donc pour la démonstration, je vous laisse voir dans le polycopier
Alors, pour illustrer ce théorème, imaginez, vous avez un canon qui tire un obus à la vitesse de 100 mètres par seconde, suivant la verticale ascendante. Le référentiel terrestre est considéré galiléen et le champ de pesanteur G vaut 9,8 mètres secondes moins 2. On vous demande de calculer l'altitude maximale h atteinte par l'obus si l'on néglige la résistance de l'air. Alors là, voilà, typiquement, un exercice très simple quand on utilise le théorème de l'énergie cinétique, qui est un peu plus long à faire quand vous utilisez le PFD. Si vous utilisez le PFD, il faut faire un bilan des forces, écrire l'équation différentielle, intégrer l'accélération pour avoir la vitesse, trouver à quel instant la vitesse est nulle, puis une fois qu'on est à l'instant pour lequel la vitesse est nulle, pour laquelle l'altitude est maximale, eh bien, exprimer la position et remplacer t par cette valeur. Bon, c'est pas très compliqué, hein, ça se fait très bien, mais là, on peut obtenir le résultat très rapidement en appliquant tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. Comment je fais? Eh bien, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant initial et l'instant final pour lequel l'altitude est maximale. Dans ce cas-là, la vitesse est nulle. Donc la variation d'énergie cinétique, c'est quoi? Bah, c'est l'énergie finale, c'est-à-dire 0, moins l'énergie initiale, c'est-à-dire 1 demi de mv2, v étant égal à 100 mètres par seconde. Et pendant ce trajet vertical, quelle est la force qui a travaillé? Bah, il n'y a qu'une force qui travaille, de toute façon, c'est le poids. Ce poids a travaillé en résistance, puisque l'objet monte, et donc le travail du poids, c'est simplement moins mgh. Donc ici, je vais appeler hmax l'altitude maximale, hein. Et donc, vous voyez, c'est très simple, hein, je simplifie par m, et j'obtiens directement hmax égale tout simplement v carré sur 2g. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 510 mètres. Quand on cherche une relation entre une vitesse et une distance, c'est souvent le théorème de l'énergétique qu'il faut appliquer. Le PFD est plus intéressant en général quand on s'intéresse à l'équation horaire, en fait, quand on veut savoir comment la vitesse, comment la position, comment l'accélération dépend du temps. Alors que le théorème de l'énergétique va vous donner des renseignements plutôt sur comment la vitesse varie en fonction de l'espace.